Je viens juste de vérifier mon solde, dit la petite fille noire d'une voix calme, qui trancha le silence pompeux du Bank of America Premium. Charles Whitman, 3, cessa de taper sur son ordinateur portable en or et leva les yeux par-dessus ses lunettes de créateur, comme s'il venait d'entendre la blague la plus absurde de l'année. L'enfant de 9 ans se tenait devant le comptoir VIP, tenant un dossier transparent rempli de documents, tandis que des dizaines de clients millionnaires l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'amusement malveillant. Ses baskets usées et son simple t-shirt contrastaient violemment avec les costumes à $3000 et les sacs à main de créateurs qui dominaient cet environnement climatisé. « Tu as entendu ça, chérie ?» murmura Charles à sa femme Madison, assez fort pour que tout le monde entende. La petite veut voir le solde. Elle a sûrement confondu cet endroit avec une banque normale. Des rires discrets résonnèrent dans la salle comme une musique de fond destinée à humilier davantage la fillette. Lana Jackson avait grandi en entendant qu'elle n'avait pas sa place dans des endroits comme celui-ci, que les enfants comme elle devaient connaître leur place. Mais à cet instant, quelque chose dans ses yeux révélait une détermination qui ne correspondait pas à ses 9 ans. On aurait dit qu'elle portait un secret trop lourd pour son âge. Le directeur, M. Patterson, s'approcha d'elle avec un sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma petite, ici c'est la section premium. Les enfants doivent être accompagnés d'adultes. » Il fit un geste vague vers les élégants clients. « Tu t'es peut-être perdu. L'agence normale est de l'autre côté de la rue. » « Je ne suis pas perdu, » répondit Lana en posant le dossier sur le comptoir de marbre avec une délicatesse qui contrastait avec la grossièreté ambiante. « Ma grand-mère m'a dit de venir ici à cette heure précise, à ce comptoir. » Sa voix ne trembla pas. Pas de larmes, juste une sérénité inquiétante pour une enfant publiquement humiliée. Charles ne put résister. Il referma son ordinateur et s'approcha d'elle comme un prédateur flairant une proie facile. « Ta grand-mère, hein ? Et elle s'appelle comment, ma petite? Peut-être qu'elle fait notre ménage. » Le commentaire provoqua des rires étouffés parmi les personnes présentes. « Ou alors elle travaille en cuisine à l'hôpital où ma femme fait ses chirurgies esthétiques. » Madison porta sa main gantée à sa bouche, feignant l'horreur, tandis que ses yeux brillaient de malice. « Charles, sois gentil. La petite ne comprend clairement pas où elle est. » Mais Lana ne recula pas d'un pouce, au contraire. Quelque chose d'à peine perceptible changea dans sa posture. Ses épaules se redressèrent, son menton se leva légèrement, et, pour la première fois, un petit sourire effleura ses lèvres, le genre de sourire que les gens expérimentés reconnaîtraient immédiatement comme dangereux. « Dorothy Jackson », dit-elle clairement, chaque mot pesant comme une pierre jetée dans des eaux calmes. « C'est le nom de ma grand-mère, et elle m'a dit que certaines personnes ici connaissaient très bien ce nom. » L'effet fut immédiat. M. Patterson cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait de traiter quelque chose d'impossible. Sa main hésita au-dessus du clavier de l'ordinateur. Charles haussa un sourcil, ne reconnaissant manifestement pas le nom, mais percevant le changement soudain d'atmosphère. « Patterson !» appela Charles avec impatience. « Tapez donc ce nom ridicule, et qu'on en finisse avec cette blague. J'ai un rendez-vous avec des investisseurs dans 20 minutes. » Mais pendant que tout le monde attendait avec un amusement cruel, personne ne remarqua que la fillette observait chaque visage, chaque réaction, comme si elle mémorisait quelque chose d'important. Ses yeux contenaient une intelligence et une patience qui n'appartenaient pas à une enfant de 9 ans. Ce fut à ce moment-là que M. Patterson tapa le nom dans le système, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son expression changea complètement. Il cligna des yeux, tapa à nouveau, et son visage perdit toute couleur, comme s'il avait vu un fantôme dans la base de données. Devant tous les regards méprisants, Lana resta immobile, comme si elle gardait un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Et si cette histoire de préjugés et de retournement de situation vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer dans cette banque prouvera que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de votre vie. Monsieur Patterson tenta de cacher son expression choquée en fermant rapidement l'écran de l'ordinateur, mais ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il tapait des commandes au hasard, essayant de gagner du temps pour assimiler ce qu'il venait de voir dans le système. Charles, impatient face au retard, tapait du bout des doigts sur le comptoir de marbre avec une irritation croissante. « Quel est le problème, Patterson ? Une simple consultation ne devrait pas prendre autant de temps, lança-t-il.
la voix chargée de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi instantanément. À moins que vous ne cherchiez des excuses pour cette situation gênante. Madison rit méchamment, ajustant son collier de perles tout en regardant Lana comme un animal dans un zoo. « Chérie, tu ferais mieux d'appeler ta grand-mère. Elle doit être inquiète de ne pas savoir où tu t'es fourré. » Sa voix dégoulinait d'une fausse sollicitude maternelle. Les enfants ont tendance à se perdre dans des endroits qui ne sont pas faits pour eux. Lana resta immobile, mais quelque chose changea dans ses yeux, comme si un vieux souvenir avait été déclenché. Elle se rappelait parfaitement les mots de sa grand-mère Dorothy, 3 jours avant sa mort. « Ma fille, quand tu iras à la banque, tu rencontreras des gens qui essaieront de te faire te sentir petite. Laisse-les parler, laisse-les rire, parce que celui qui rit le dernier rit le mieux. » « Ma grand-mère n'est plus là, dit simplement Lana, sa voix conservant cette sérénité inquiétante. Elle est morte la semaine dernière, mais elle m'a appris que certaines personnes ont besoin d'apprendre certaines leçons de la manière forte. » Le commentaire provoqua un bref silence gênant. Charles s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise d'avoir moqué une enfant orpheline, mais son arrogance reprit rapidement le dessus sur tout soupçon de décence humaine. « Eh bien, je suis désolé pour ton perte, » dit-il sans la moindre sincérité. « Mais ça ne change rien au fait que tu n'as rien à faire ici. Cet endroit est réservé aux gens qui comprennent vraiment la finance sérieuse, pas à... » Il fit un geste vague vers elle. « Tes jeux d'enfant. » Ce fut à cet instant qu'il se passa quelque chose d'intéressant. Lana ouvrit son dossier transparent avec des gestes délibérés et en sortit une enveloppe jaunie par le temps scellée. Au centre d'une écriture élégante, il était écrit « À n'ouvrir qu'en présence du directeur principal de la Bank of America Premium, situé sur la 5e avenue. » M. Patterson déglutit en voyant l'enveloppe. Il y avait quelque chose dans l'écriture, dans le papier ancien, qui lui retournait l'estomac. Dorothy Jackson avait été une légende dans la communauté noire de la ville. Une femme qui avait bâti un empire discret pendant que tout le monde la sous-estimait, exactement comme on était en train de sous-estimer sa petite fille en ce moment même. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Charles en essayant de prendre l'enveloppe des mains de Lana. Elle la retira rapidement, ses réflexes étonnamment vifs pour une enfant. « Ce n'est pas pour vous, » répondit-elle avec une fermeté qui fit reculer Charles comme s'il avait été giflé. « C'est pour la personne qui dirige vraiment cette banque, pas pour celle qui fait seulement semblant. » L'audace de sa réponse rendit Charles rouge de rage. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, encore moins une enfant noire de 9 ans. Madison saisit le bras de son mari, sentant qu'il était sur le point d'exploser en public. « Écoute-moi bien, petite », commença Charles, mais il fut interrompu par l'arrivée d'une silhouette qui changea complètement la dynamique de la situation. La directrice régionale, Madame Victoria Thompson, une femme noire élégante d'une 50aine d'années, s'approcha du groupe d'un pas ferme. Son tailleur impeccable et sa posture autoritaire firent même redresser Charles instinctivement. « Monsieur Patterson, » dit-elle, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « J'ai reçu une notification automatique du système concernant une consultation de compte spécial. J'espère que tous les protocoles sont correctement suivis. » Le soulagement sur le visage de Patterson fut évident. Enfin quelqu'un avec une véritable autorité pour gérer cette situation impossible. Mais il ne s'attendait pas à la réaction de Lana en voyant la directrice. La fillette sourit, le premier sourire sincère depuis qu'elle était entrée dans la banque. « Vicky !» dit-elle en utilisant un diminutif familier qui fit s'arrêter net la directrice. Victoria Thompson observa attentivement l'enfant et, lentement, la reconnaissance illumina ses yeux. « Lana Jackson !» murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. « Mon Dieu, tu ressembles exactement à Dorothy quand elle était petite. » Charles et Madison échangèrent des regards perplexes. Comment cette enfant pouvait-elle connaître personnellement la directrice régionale? Et pourquoi Victoria semblait-elle la traiter avec un respect qu'il n'avait jamais vu auparavant? « Ta grand-mère m'avait dit que tu viendrais, » continua Victoria, la voix chargée d'émotion. « Elle disait que le jour venu, je saurais exactement quoi faire. » Lana tendit l'enveloppe jaunie à Victoria, qui la prit avec des mains légèrement tremblantes. « Elle disait que tu comprendrais ce qui est écrit ici mieux que quiconque. » Pendant que Victoria ouvrait soigneusement l'enveloppe, Charles tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Victoria, vous n'allez quand même pas écouter ça. Cet enfant doit confondre, inventer des histoires. »
Victoria leva la main, le faisant taire immédiatement, chose que peu de gens dans la vie de Charles avaient réussi à faire. Elle lut rapidement le contenu de la lettre et à chaque ligne, son expression passa de la curiosité à l'étonnement total. « Patterson, » dit-elle sans détacher les yeux du papier. « Je veux que vous prépariez immédiatement la salle de réunion exécutive et que vous appeliez le service juridique. » « La salle exécutive » bégaya Patterson. Victoria leva enfin les yeux, balayant chaque visage avant de fixer Charles et Madison avec une intensité qui les fit reculer instinctivement. « Mesdames et messieurs, » dit-elle avec une froideur formelle, « je vous suggère fortement de reconsidérer tout commentaire supplémentaire. Vous venez de commettre la plus grosse erreur de jugement de votre vie. » Charles tenta de rire, mais le son sortit forcé et nerveux. « Victoria, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un peu dramatique. Ce n'est qu'une enfant avec des fantasmes. » C'est alors que Lana parla à nouveau, sa voix basse mais portant un poids qui rendait l'air de la pièce plus lourd. « Monsieur Charles, avez-vous déjà entendu parler de Jackson Holdings, le réseau de propriété commerciale qui contrôle la moitié des immeubles commerciaux de cette ville ?» Charles cligna des yeux, perplexe. Bien sûr qu'il connaissait Jackson Holdings. C'était l'une des sociétés les plus puissantes et mystérieuses de la région. Personne ne savait exactement qui était derrière, mais ses investissements déplaçaient des millions. « Et qu'est-ce qu'une société comme celle-là a à voir avec toi ?» demanda-t-il avec dédain, mais une note d'incertitude perçait désormais dans sa voix. « Tout, » répondit simplement Lana, « parce que, monsieur Charles, la dame que vous venez de moquer et insulter pendant les 15 dernières minutes n'était pas seulement ma grand-mère. Dorothy Jackson était la fondatrice et l'unique propriétaire de tout ce que représente le nom Jackson dans cette ville. » Le silence qui suivit fut si absolu que le bourdonnement de la climatisation semblait assourdissant. Charles sentit le sang quitter son visage. Madison laissa tomber son sac à main de créateur sur le sol et Patterson semblait avoir du mal à respirer. Chaque acte de mépris, chaque rire cruel, chaque commentaire préjudicié des dernières minutes commençait à se solidifier dans leur esprit comme la preuve de leur propre stupidité monumentale. Mais quiconque observait Lana de près aurait remarqué qu'elle n'était pas surprise par leur réaction, comme si elle suivait un scénario soigneusement répété, chaque mouvement calculé pour maximiser l'impact de ce qui allait suivre. Victoria Thompson guida Lana vers la salle de réunion exécutive, laissant derrière eux un Charles complètement abasourdi et une Madison qui chuchotait nerveusement au téléphone, essayant de trouver des informations sur Jackson Holdings. Patterson les suivit comme un fantôme, encore en train d'assimiler le fait qu'il avait failli expulser l'héritière de l'un des plus grands empires immobiliers de la ville. « Lana, ma chérie, » dit Victoria en fermant la porte blindée en verre, « ta grand-mère m'a préparé à ce moment pendant des mois. Elle savait que quand tu viendrais ici, ce ne serait pas seulement pour vérifier ton solde. » Sa voix portait un mélange d'affection et d'admiration. Dorothy disait toujours que tu avais quelque chose de spécial, une intelligence que peu de gens reconnaîtraient. La fillette s'assit dans le fauteuil en cuir qui semblait l'avaler, mais ses yeux restaient vifs et calculateurs. Grand-mère m'a appris que parfois les gens ont besoin d'être confrontés à la vérité d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Elle sortit un petit enregistreur numérique de son cartable, et elle m'a dit que tu m'aiderais pour la partie légale de tout ça. Dehors, dans le couloir, Charles faisait les 100 pas comme un animal en cage. Son esprit d'homme d'affaires essayait de traiter les implications d'avoir publiquement insulté l'héritière de l'une des sociétés les plus influentes de la région. « Madison, tu ne comprends pas, » marmonna-t-il à sa femme. « Si Jackson Holdings décide de nous poursuivre ou de couper nos contrats, calme-toi, chérie. » Madison tenta de le rassurer, mais sa propre nervosité était évidente. Ce n'est qu'une enfant. Ils comprendront sûrement que c'était un malentendu. Charles s'arrêta net. « Malentendu. J'ai dit que sa grand-mère était femme de ménage. J'ai publiquement moqué une enfant noire. » Il passa les mains dans ses cheveux parfaitement coiffés. Mon Dieu, si ça fuit dans les médias. Pendant ce temps, dans la salle, Victoria ouvrit un dossier confidentiel sur son ordinateur. « Ta grand-mère a laissé des instructions très précises sur la manière de procéder le jour venu, » expliqua-t-elle à Lana. Elle a méticuleusement documenté chaque cas de discrimination dont elle avait été témoin ou victime. Dans cette banque, au fil des décennies, chaque commentaire raciste, chaque traitement préférentiel refusé, chaque humiliation déguisée en procédure standard. Lana hocha gravement la tête, comme si elle savait déjà tout cela.
Elle m'a montré certains des enregistrements qu'elle avait faits, dit-elle simplement. Et elle m'a appris à utiliser un téléphone pour enregistrer sans que personne ne s'en rende compte. Elle souleva discrètement son téléphone de la table, comme je l'ai fait aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dehors. Victoria sourit avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Dorothy t'a bien élevé, mais il y a plus, continua-t-elle en ouvrant un dossier physique. Ta grand-mère n'était pas seulement propriétaire de Jackson Holdings. Elle était également actionnaire minoritaire silencieuse dans plusieurs autres sociétés, dont... Victoria marqua une pause dramatique. Whitman Enterprises. Les yeux de Lana s'illuminèrent pour la première fois depuis son arrivée à la banque. Donc, Monsieur Charles travaille indirectement pour votre famille depuis des années sans le savoir, conclut Victoria. Et avec les modifications du testament déposées la semaine dernière, tu disposes désormais d'un pouvoir de vote suffisant pour influencer des décisions importantes dans sa société. Dehors, Charles avait réussi à se calmer légèrement et décida que la meilleure stratégie serait le charme et la diplomatie. « Je vais entrer pour m'excuser », annonça-t-il à Madison. « J'expliquerai que c'était un malentendu. Peut-être proposer un don à une association. » Il ajusta sa cravate. « Les enfants sont faciles à impressionner. Quelques mots gentils et un cadeau cher suffiront. » Mais quand Charles frappa à la porte de la salle de réunion et entra avec son sourire le plus répété, il découvrit une scène à laquelle il ne s'attendait pas. Lana était assise en bout de table avec Victoria à ses côtés et une pile de documents éparpillés entre elles. Elle ne ressemblait pas à une enfant perdue qu'on réconforte. Elle ressemblait à une PDG en réunion d'affaires. « Monsieur Charles, » dit Lana avec une politesse glaciale qui ne correspondait pas à ses 9 ans, « je suis ravi que vous ayez décidé de nous rejoindre. Madame Victoria était en train de m'expliquer ma position d'actionnaire dans votre entreprise. » Charles sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Actionnaire ?» répéta-t-il, la voix plus aiguë que normale. « 5% des actions ordinaires, » confirma Victoria en consultant les documents. « Suffisant pour demander des audits, remettre en question les décisions de la direction et, dans certaines circonstances, influencer des changements significatifs au niveau de la direction de l'entreprise. » Le sang quitta complètement le visage de Charles. 5% ne semblait pas énorme, mais il savait que dans les sociétés à actionnariat dispersé, une minorité bien placée pouvait causer des ravages énormes. « Écoutez, je voudrais m'excuser pour le malentendu de tout à l'heure. »« Malentendu ?» l'interrompit Lana, sa voix conservant ce calme inquiétant. « Monsieur Charles, vous avez traité ma grand-mère décédée de femme de ménage, vous avez suggéré que j'étais perdu, et vous avez ri de ma présence ici. » Elle marqua une pause. « Ce n'était pas un malentendu, c'était du racisme. » Charles ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois comme un poisson hors de l'eau. Toute son expérience des salles de réunion, toutes ses compétences de négociateur s'évaporèrent face à la sérénité accusatrice d'une enfant de 9 ans qui, manifestement, n'accepterait pas des excuses vides. « Et le plus intéressant, » continua Lana en jouant avec l'enregistreur numérique posé sur la table, « c'est que tout a été enregistré, chaque mot, chaque rire, chaque commentaire. » Ses yeux croisèrent les siens avec une intensité qui le fit reculer involontairement. Grand-mère disait toujours que les gens révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Victoria se pencha en avant. « Monsieur Whitman, souhaitez-vous entendre quelques-unes de vos déclarations d'aujourd'hui? Je suis sûr qu'elles seront très intéressantes pour le conseil d'administration de votre entreprise, vos investisseurs et peut-être certains médias spécialisés dans le comportement des entreprises. » C'est à cet instant que Charles comprit qu'il n'avait pas affaire à une enfant traumatisée qu'on pouvait facilement apaiser. Il faisait face à quelqu'un qui avait été formé, préparé et équipé pour ce moment précis. Chaque mouvement de Lana depuis son entrée dans la banque avait été calculé pour exposer exactement le genre de personne qu'il était. Et le pire, c'est qu'il était tombé dans le piège à la perfection, fournissant toutes les preuves nécessaires à sa propre destruction. La porte de la salle s'ouvrit à nouveau, et un homme en costume impeccable portant une mallette en cuir entra. « Désolé pour le retard », dit-il en s'adressant directement à Lana. « Je suis Marcus Henderson, l'avocat de la famille Jackson. Je suis venu dès que j'ai reçu l'appel de Madame Victoria. » Charles regarda avec horreur les pièces du puzzle s'assembler. Il n'y avait rien de spontané dans cette rencontre. Lana n'était pas simplement venue à la banque pour une consultation innocente. Elle avait orchestré toute la situation avec une précision militaire, utilisant son apparence d'enfant vulnérable
comme une arme pour exposer le préjugé qu'elle savait qu'elle rencontrerait. Et maintenant, assis dans cette salle, entouré d'avocats, de cadres bancaires et d'une fillette de 9 ans qui avait manifestement plus de pouvoir qu'il ne l'avait jamais imaginé, Charles comprit enfin l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que tout ce drame n'avait été que le premier acte de quelque chose de bien plus grand que Lana et sa défunte grand-mère avaient méticuleusement planifié. Une leçon qu'il n'oublierait jamais sur le danger de sous-estimer les gens que la société nous apprend à ignorer. Marcus Henderson ouvrit sa mallette en cuir et en sortit une pile de documents imprimés, les étalant méthodiquement sur la table de réunion. Charles observait chaque mouvement avec une horreur croissante, comme s'il assistait à la préparation de sa propre exécution. « Monsieur Whitman », commença Marcus, avec la précision clinique de quelqu'un qui se préparait à ce moment depuis des mois. « Souhaitez-vous revoir certaines de vos déclarations publiques d'aujourd'hui ? J'ai ici la transcription complète, grâce à l'enregistrement numérique que mademoiselle Lana a réalisé. » Il brandit le petit appareil que la fillette avait laissé stratégiquement visible tout au long de la conversation. « C'est illégal », bégaya Charles, sa composure d'homme d'affaires s'effondrant enfin. « On ne peut pas enregistrer des conversations privées sans consentement. » Victoria sourit froidement. « Monsieur Whitman, ceci est un établissement commercial public. Il n'y a aucune attente légale de confidentialité ici. » Elle marqua une pause pour donner plus de poids à ses mots. « Et vu que vos déclarations constituent une discrimination raciale claire et documentée, nous avons non seulement le droit, mais l'obligation légale de conserver ces preuves. » Lana restait assise calmement, observant Charles comme un scientifique étudie une réaction chimique. Il n'y avait pas de malice dans ses yeux, juste la satisfaction froide de quelqu'un qui voit un plan méticuleusement exécuté atteindre son climax prévu. « Passons à vos propres mots, » continua Marcus en consultant la transcription. « La petite veut voir le solde. Elle a sûrement confondu cet endroit avec une agence normale. Ta grand-mère, hein? Peut-être qu'elle fait notre ménage. Et mon préféré personnel. Qui sait? Peut-être qu'elle travaille en cuisine à l'hôpital où ma femme fait ses chirurgies esthétiques. » Chaque phrase citée faisait rapetisser Charles davantage dans son fauteuil, comme si les mots étaient des coups physiques. Madison, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin d'une voix tremblante. « Nous ne savions pas qui elle était. C'était un malentendu. » « Un malentendu, » répéta Lana pour la première fois depuis plusieurs minutes, sa voix conservant ce calme inquiétant. « Madame Madison, vous ne me connaissiez pas, c'est vrai. Mais vous saviez que j'étais une enfant de 9 ans. Cela aurait dû suffire pour me traiter avec un respect élémentaire. » Marcus tourna une page de ses documents. « Intéressant que vous mentionniez ne pas savoir qui elle était, car j'ai ici la preuve que vous saviez exactement ce que vous faisiez. » Il fit glisser une photo sur la table, une capture d'écran du compte Instagram de Madison datant de 3 semaines plus tôt. Sur l'image, Madison posait à un événement caritatif avec la légende. « J'ai adoré découvrir les projets sociaux de Jackson Holdings aujourd'hui. C'est inspirant de voir comment une entreprise peut transformer des communautés. » La photo avait été prise au siège de l'entreprise de Lana, le logo clairement visible en arrière-plan. Charles examina la photo, les yeux écarquillés d'horreur. « Madison, tu connaissais Jackson Holdings? »« Je n'ai pas fait le lien, » bégaya Madison. Mais même elle se rendait compte à quel point l'excuse sonnait pitoyablement. « Ah, mais il y a plus, » continua Marcus sans pitié. Il sortit un second document. Correspondance par email entre M. Whitman et Jackson Holdings au cours des 6 derniers mois, négociant des contrats de conseil qui représentent 40% du chiffre d'affaires annuel de votre entreprise. Victoria se pencha en avant. « Monsieur Whitman, voulez-vous expliquer comment vous pouvez prétendre ignorer une société qui est responsable de près de la moitié de vos revenus ?» Ce fut alors que la réalité finale frappa Charles comme un train lancé à pleine vitesse. Il n'avait pas seulement insulté une enfant au hasard. Il avait systématiquement humilié l'héritière de l'entreprise qui maintenait financièrement à flot sa propre société. Chaque contrat, chaque paiement qu'il avait reçu ces derniers mois provenait indirectement d'une famille qu'il venait d'attaquer avec des commentaires racistes enregistrés. « Lana », Victoria s'adressa à la fillette avec un respect sincère. « Souhaites-tu partager la décision que tu as prise concernant les contrats de Whitman Enterprises ?»
La fillette hocha la tête et parla avec le même calme qu'elle avait maintenu tout au long de l'épreuve. « Monsieur Charles, après avoir soigneusement examiné les termes des contrats existants et consulté mes conseillers juridiques, j'ai décidé d'exercer la clause de résiliation pour juste motif incluse dans tous les accords signés. » Charles sentit le sang quitter complètement son visage. « Juste motif ? Quel juste motif ?» Marcus consulta un autre document. Discrimination raciale documentée par un représentant de l'entreprise lors d'interactions commerciales. La clause 15.3 précise que tout comportement discriminatoire constitue une violation grave de l'accord, entraînant la résiliation immédiate et la perte de tous les paiements en suspens. « Ça va me détruire financièrement », murmura Charles, les mains tremblantes alors qu'il calculait mentalement les implications. « Sans les contrats Jackson Holdings, mon entreprise ne pourra pas honorer la paie ni les prêts bancaires existants. Vous auriez dû y penser avant de décider que la couleur de ma peau déterminait ma valeur, répondit simplement Lana. Il n'y avait pas de cruauté dans sa voix, juste l'application froide de conséquences logiques à des choix consciemment faits. Madison éclata en sanglots. S'il vous plaît, c'est juste une enfant. Vous pouvez sûrement régler ça de manière plus civilisée. Victoria sourit. Plus civilisée que la manière dont vous avez traité cette juste une enfant pendant les 20 dernières minutes. Elle désigna la transcription. Madame Madison, la civilité est un concept qui aurait dû être appliqué avant, pas après avoir été confrontée aux conséquences. Lana se leva de son fauteuil, sa petite taille contrastant avec l'autorité qui émanait d'elle. Monsieur Charles, Madame Madison, vous m'avez appris une leçon précieuse aujourd'hui. Vous m'avez montré exactement le genre de personnes qui existent dans le monde, celles qui jugent la valeur d'une personne à la couleur de sa peau ou à l'apparence de ses vêtements. Elle marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur la ville. Mais vous m'avez aussi donné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle somme d'argent, la preuve absolue que ma grand-mère avait raison quand elle disait que le racisme n'est pas toujours évident. Parfois, ils portent des costumes hors de prix et parlent poliment, mais c'est quand même du racisme. Charles tenta un dernier pari désespéré. « Lana, je peux changer, je peux apprendre. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. » La fillette se tourna lentement pour lui faire face. « Monsieur Charles, vous avez eu 9 ans pour apprendre que les enfants méritent le respect. Vous avez eu des décennies pour apprendre qu'on ne doit pas juger les gens à la couleur de leur peau. De combien de secondes chance avez-vous encore besoin pour devenir une personne décente ?» Le silence qui suivit ne fut brisé que par la sonnerie incessante du téléphone de Charles, probablement déjà les nouvelles de la résiliation des contrats qui circulaient dans le monde des affaires. Il ne prit même pas la peine de répondre. Marcus referma sa mallette avec un clic définitif. La documentation d'aujourd'hui sera archivée dans nos dossiers juridiques permanents. Toute tentative de représailles entraînera des actions légales supplémentaires. Alors que Lana se préparait à quitter la salle, elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Pas pour se vanter, pas pour de la cruauté supplémentaire, mais pour une dernière leçon qui résonnerait éternellement dans la mémoire de ceux qui l'avaient sous-estimée. « Vous vouliez m'apprendre quelle était ma place ?» dit-elle avec une sagesse qui transcendait ses 9 ans. Mission accomplie. Ma place est exactement là où ma grand-mère a toujours dit qu'elle serait, au sommet. En construisant un monde meilleur pour d'autres enfants qui, un jour, entreront dans des endroits comme celui-ci et seront jugés non pas à la couleur de leur peau, mais au contenu de leur caractère. La porte se referma derrière elle avec un clic doux, laissant 2 personnes qui comprenaient enfin qu'elles venaient non seulement d'assister à leur propre destruction, mais aussi à la naissance d'une force de justice qu'elles ne pourraient jamais comprendre ni contrôler. Mais ce que ni Charles ni Madison n'auraient pu imaginer, c'est que cette humiliation publique n'était que le premier mouvement d'une symphonie de conséquences que Lana et sa défunte grand-mère avaient orchestrée. Une leçon sur le véritable coût du préjugé, qui résonnerait bien au-delà de ces murs de marbre froid.